essayer de concurrencer le processus de digestion pendant ces 3 prochains quarts d'heure. Donc je vais vous parler de l'agilité essentiellement chez Swisscom, même si comme consultante j'ai plutôt affaire au secteur public. Donc je vais aussi peut-être prendre quelques éléments qui me paraissent importants ou utiles et aussi facilement transférables soit dans le privé, soit dans le public. Peut-être juste un mot sur l'agilité. Pourquoi l'agilité chez Swisscom? Swisscom est une entreprise qui est dans un monde extrêmement dynamique. La numérisation, il n'y a pas que la téléphonie, il y a aussi toute l'IT, la cloud technologies. Donc c'est vraiment un monde où il y a des changements de technologie tous les quelques mois, ce qui implique en fait de devoir chaque fois développer des nouveaux produits, avoir de nouvelles compétences, de nouvelles formes de travailler ensemble, d'organisation et aussi des nouveaux clients avec des nouveaux besoins. Donc il y a un besoin de tout le temps transformer les rôles, les compétences, les structures organisationnelles avec aussi des travaux d'une grande complexité quand Swisscom travaille dans les hôpitaux par exemple, où on fait toute la technologie. Il y a toujours des processus extrêmement complexes. Donc pour répondre à ça, l'agilité est ressentie comme une bonne réponse qui permet de déléguer la responsabilité là où elle doit être le plus, de renforcer l'entrepreneuriat de tout le monde et de surtout d'avoir cette flexibilité organisationnelle qui permet de réduire aussi les restructurations où on change les organigrammes. Voilà, ça c'est un petit peu le cadre. Sur qu'est-ce que l'agilité? Je vais tâcher de ne pas trop répéter ce qui a été dit ce matin par les SIG ou par le CHUV par exemple. C'est plus que de la flexibilité. On entend toujours des choses sans chef, la démocratie de base, tout le monde peut participer aux prises de décision. C'est plus complexe que ça. Il y a des modèles agiles, je vais juste y revenir tout à l'heure, qui sont en fait extrêmement structurés pour compenser justement le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie. Les processus de décision, d'organisation sont pensés totalement différemment et sont très structurés. Chez Swisscom, on distingue entre être agile et faire agile. Être agile, c'est toute une culture de l'agilité qui, elle, alors correspond effectivement à la culture de la capacité de s'adapter, VUCA, savoir s'adapter à des contextes volatiles, ambigus, peu stables, ou bien justement quand on parle de co-création, c'est déjà venu plusieurs fois ce matin, utiliser l'intelligence collective, le croisement des perspectives pour développer de nouvelles solutions, et puis toute la capacité de gérer la complexité. Donc ça, c'est des choses qui font partie de ce qu'on appelle l'attitude agile. Je vais y revenir brièvement. Il y a aussi les processus de prise de décision. Je n'entre pas trop en détail, puisque Sophie, qui viendra après moi, va revenir sur le processus du consentement, de la holacratie. Donc elle vous montrera quelques modèles. Et puis il y a toutes les méthodes, donc travailler dans les squads, les scrums, toutes ces manières de travailler ensemble avec une nouvelle manière de concevoir les teams. Et puis après il y a vraiment les formes d'organisation agile complètes, la holacratie, SAFe, Spotify, j'y reviendrai brièvement à la fin. Quand j'ai commencé chez Swisscom en arrivant de l'administration publique, j'ai vu sur un lift Stop complaining, start prototyping, qui m'a passablement étonnée. J'étais plutôt habituée à râler en ayant l'impression que je ne pouvais rien faire. Et je pense que ça résume assez bien un état d'esprit qui m'a beaucoup plu quand j'ai commencé à travailler chez Swisscom. Si on a une idée, on n'a pas besoin de la finaliser jusqu'au point où elle est parfaite et de consulter tout le monde, on peut juste essayer. Il y a beaucoup d'espace qui est donné pour essayer des choses, pour tester, prendre des feedbacks, et puis adapter. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aussi plu. Lié à ça, un principe qui vient de la holacratie, se poser non pas la question, est-ce qu'on a pensé à tout, est-ce qu'on ose démarrer après avoir consulté tout le monde, mais is it safe enough to try? Est-ce que c'est suffisamment, est-ce qu'on ose, ou est-ce qu'il y a des risques trop importants à essayer quelque chose? Et si c'est quelque chose est safe enough to try, on essaye. Si ça ne marche pas, on fait autre chose. Quelque chose qui, au début aussi, m'a posé quelques difficultés, c'est de ne pas toujours dire oui, mais. Donc, quand quelqu'un propose quelque chose, de voir tout de suite où est-ce que ça pourrait foirer, mais plutôt d'ajouter, de réfléchir ensemble. Et puis, des choses qui viennent alors
plus directement ici, les rôles. Dans quel rôle parles-tu? Ça, je pense que c'est fondamental. Dans toute démarche d'agilité, on quitte la notion de statut, de rôle, de fonction dans le long terme pour prendre plutôt des rôles qui sont partiellement prédéfinis selon certains modèles organisationnels ou pas. Mais en tout cas, on entre dans des rôles, on entre presque plus dans ce que je connais moi en tant qu'indépendante, qui est la logique du mandat. Donc on a plutôt un rôle pour un temps donné, dans lequel on a un purpose, un objectif qui est souvent aligné sur un objectif plus grand que le sien propre, donc on contribue à un objectif plus grand. Et puis, on prend ce rôle pour un temps et on est redevable envers le groupe ou bien le client pour prendre ce rôle. Donc c'est vraiment un changement de logique assez fondamental dans ce type de modèle. Par exemple, j'ai eu des mandats dans l'administration publique, c'est des choses qui peuvent tout à fait se mettre en œuvre indépendamment de modèles totalement disruptifs comme la holacratie, mais c'est plutôt un état d'esprit. J'ai accompagné récemment dans l'administration fédérale un processus d'amélioration continue, tel que c'est celle qui a été décrite par le CHUV ce matin. Donc tout ce travail d'intelligence collective, de tester des choses, de revenir dessus, de chercher des feedbacks, c'est quelque chose qui peut se mettre dans toute culture existante, en faisant confiance aux gens qu'ils ont des bonnes solutions. Leading servant, je vais y revenir aussi, c'est aussi en termes de leadership un peu un changement de paradigme. Il y a beaucoup de travail qui est fait chez Swisscom sur le leadership. C'est vraiment se mettre au service, soit d'un client, soit d'un but, soit des collaborateurs, pour les appuyer. Ça, on passe lentement d'une compréhension de chef qui donne des instructions et puis qui contrôle, ce qui existe déjà plus dans beaucoup de contextes, mais vraiment pour arriver résolument dans des logiques où c'est presque plus aussi des change managers comme moi, finalement les leaders qui accompagnent le changement, qui coachent les gens dont ils sont responsables et qui font en sorte qu'ils soient mis dans le bon rôle au bon endroit. Et qui souvent les délèguent en fait à un endroit, et ces gens travaillent après dans d'autres systèmes, dans des projets comme ça, mais la logique un peu de projet devient la logique centrale qui prédomine presque sur la structure hiérarchique. Ça c'est un petit peu pour le feedback, évidemment c'est comme la benzine si je peux dire, c'est comme le moteur de tout ça. Dans des systèmes où on est sans arrêt en train d'expérimenter des choses et où on fait confiance aux gens et où les gens doivent se guider eux-mêmes, être donc très autonomes, la culture du feedback, se donner des feedbacks constructifs, mais fondés, c'est-à-dire avec un argumentaire, c'est ce qui aide en fait les gens à grandir et à prendre de plus en plus d'autonomie. Donc c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de formations qui sont données pour pouvoir renforcer ces capacités à tout niveau. En résumé donc, je dirais que c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire. Chez Swisscom, ça concerne, disons, passer vraiment de logiques hiérarchiques à des logiques agiles, sans les hiérarchies traditionnelles. Ça concerne encore une part relativement limitée de l'entreprise. On estime à peu près 18-20%, ce qui fait dans une entreprise comme Swisscom quand même probablement 3500-4000 personnes qui travaillent maintenant de manière véritablement agile avec ce changement de paradigme que je résume ici. Donc c'est vraiment de passer de fonctions personnifiées à des rôles dynamiques, d'autorités qui peuvent être déléguées à des autorités qui sont vraiment partagées. Donc c'est pas juste délégué, mais il y a quand même quelqu'un qui est responsable au final, mais c'est vraiment partagé. De grands processus linéaires à des processus plus itératifs, et puis justement des systèmes où on peut naviguer ou faire de la politique, ce qu'on connaît tous, à des systèmes où la transparence, à la fois des règles, des processus sont très transparents et très codifiés, de même que ce qu'on fait comme travail est très transparent. Souvent on doit indiquer sur Kanban ou bien les différents systèmes où on indique ce qu'on est en train de faire, donc tout le monde voit ce qu'on fait. Tout est transparent, y compris le performance management. Ça remplace, en fait, cette transparence remplace la nécessité de contrôle, mais permet aussi de renforcer les collaborations. Les principes agiles, je n'y reviens peut-être pas, mais la transparence est très importante. Et puis on met beaucoup plus l'accent
je vais revenir sur la finalité de ce qu'on fait. Donc on est à la place d'avoir entre guillemets ses objectifs ou ses buts individuels, on regarde beaucoup plus l'objectif. Par exemple, moi, de n'importe quel mandat que je fais, j'ai un certain rôle que je dois clarifier un petit peu à chaque fois, et puis on a un objectif commun par rapport à un client, et on travaille souvent de manière interdisciplinaire, et puis en fait on contribue chacun à cet objectif, et quand on s'évalue à la fin de l'année, on évalue souvent aussi le travail collectif. On met moins l'accent sur la performance individuelle, mais de plus en plus l'accent sur la performance collective. Leadership, il y a une leadership map qui est valable depuis plusieurs années, en tout cas elle était déjà là quand je suis arrivée il y a 4 ans et demi. C'est peut-être le message principal. Vous voyez les 4 valeurs ici, il y a être entrepreneur, réseauteur, formateur et savoir se diriger soi-même. Ça montre un petit peu, et ça c'est je pense vraiment l'accent que Swisscom, il y a une leadership academy à l'intérieur de Swisscom, qui est vraiment un centre à la fois de formation, mais aussi de travail avec les teams, sur la réflexion personnelle, sur la capacité. Il y a un cours qui s'appelle Leading Myself, par exemple, c'est vraiment l'autogestion. Parce qu'en fait, c'est pas seulement les chefs qui doivent changer de rôle, parce qu'on croit souvent que c'est surtout quelque chose qui concerne le management, mais ça concerne tout un chacun. Moi, en arrivant chez Swisscom, avec ma logique de la confédération, en fait, j'avais pas l'habitude de prendre des responsabilités collectives, d'engager, en guillemets, au-delà de moi, d'autres gens dans des décisions, de faire des choses comme ça, parce que j'avais jamais eu de rôle de management. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est demandé vraiment à tous les collaborateurs. Donc, le leadership, c'est quelque chose qui est de plus en plus partagé, et qui est de plus en plus, comme je l'ai dit, la capacité de former, de savoir se former, et les chefs, parce qu'il reste des chefs souvent dans les systèmes agiles, mais c'est des chefs. Moi par exemple j'ai une chef qui a, la chef du personnel, elle a presque 70 personnes sous ses ordres, des fois c'est même 100 ou 150, donc la gestion directe n'est plus possible, mais par contre de vraiment coacher les gens, d'être leur interlocuteur en cas de besoin, de les aider à se former de manière continue, ce genre de choses deviennent fondamentales. Donc ça c'est quelque chose qui ça change passablement. Je prends quelques exemples. Ça c'est l'instrument de management de la performance chez Swisscom. Vous voyez, il y a évidemment un tool. Chez Swisscom, il y a beaucoup de tools, mais il y a surtout un processus. Et puis le performance management, on a passé d'un système qui était peut-être plus classique de ce que je connaissais moi aussi avant, à un système beaucoup plus autodéterminé. C'est-à-dire que chacun peut mettre ses propres contributions à un objectif qui est en général collectif, et puis il peut changer ses objectifs en cours d'année si les rôles changent, donc c'est dynamique. Les objectifs sont visibles pour toutes les personnes concernées par le même projet, ou par le même mandat, ou la même démarche, ou le même team. Et puis, on s'auto-évolue beaucoup soi-même. On n'a pas seulement le villa avec un chef, souvent on l'a même plus du tout, mais on va chercher des feedbacks chez nos clients, nos collègues, des gens qui sont capables de nous évaluer, et sur cette base, on fait son auto-évaluation. Et souvent, cette évaluation par les pairs a des fois la valeur principale, ou en tout cas autant de valeur que l'évaluation qui est faite par le supérieur hiérarchique, qui souvent ne sait pas ce qu'on fait au quotidien. Puisqu'il a 100, des fois, personnes sous ses ordres, ce sont les gens avec qui on travaille directement qui font ce travail. Donc on a ces checkpoints, ces moments où en fait on se retrouve, les équipes concernées par un même client, un même projet, pour vraiment se donner des feedbacks individuels ou collectivement, souvent par rapport aussi à notre objectif collectif. Le sondage. Le sondage des collaborateurs, je m'excuse, j'ai trouvé que la version et dans la même logique. On quitte la logique du sondage du personnel avec 25 questions ou 50 questions que seuls les RH ou la ligne peut après consulter. Puis après, les gens reçoivent seulement une version conclusive des résultats. Non, on donne un résultat quantitatif par rapport à certaines questions, et puis les gens peuvent donner leur appréciation qualitative. Et ces appréciations sont ouvertes, c'est-à-dire qu'au niveau du team,
ou du service ou comme ça, tout le monde peut les lire. Et l'idée, c'est qu'après, elles soient discutées collectivement dans une logique d'amélioration continue. Donc après, on a ce genre de template. J'ai tout ce qu'il me faut actuellement pour pouvoir faire un bon job. Ça, je joue pas du tout jusqu'à 10, de 1 à 10. Après, ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas, on peut remplir ça et après on peut discuter. Et on a une analyse quand même qualitative, comparative entre les différents services qui permet quand même de voir s'il y a des services où il y a trop de stress, ou trop d'absentéisme, ou trop de gens mécontents, ou alors l'inverse, des services où ça marche super bien. J'entre pas trop sur l'espace virtuel parce que ce matin les SIG m'ont expliqué en détail. Swisscom a exactement la même logique. Donc on a aussi des open space, des espaces différents, un petit peu comme ça s'est créé. On a en plus une culture du tu. Donc la première fois que je suis entrée chez Swisscom, je me suis installée dans un open space, puis le CEO s'est assis en face de moi. Et j'avoue que j'ai réfléchi longtemps comment j'étais censée le saluer. Parce que je venais d'une culture de la diplomatie où on ne disait pas ciao. Et lui m'a dit ciao, donc je me suis permise. Mais c'était ma première grande déstabilisation où j'ai remarqué qu'en fait, ces cultures très horizontales et très agiles amenaient vraiment des choses très différentes. Work Smart, le travail en réseau, c'est juste pour dire qu'il existe beaucoup d'instruments en ligne, collaboratifs, qui sont faciles à utiliser et qui sont vraiment importants. Amélioration continue, c'est e-Kaizen. C'est en fait c'est des formulaires en ligne qui permettent aux gens d'amener tout le temps leurs idées d'amélioration continue pour pouvoir après les traiter. Kanban, au Kanbo, c'est un système qui permet en fait d'avoir une planification collective. Donc on voit toujours ce qui est au frigo, ce que je peux dire, ce qui commence à être travaillé, et puis ça permet, si on n'a pas le temps de faire quelque chose aussi, de pouvoir le déléguer à d'autres. Donc ça permet d'avoir une planification assez dynamique. Ask the Brain, c'est quelque chose qui est, en fait, c'est le recours à l'intelligence collective en ligne. N'importe quelle question que j'ai, je peux la poser, et puis quelqu'un va me répondre dans l'organisation. Il y aura bien quelqu'un qui saura, qui va me répondre. Il y a aussi beaucoup de questions qui ont déjà été répondues, donc automatiquement, ça me donne une réponse, ce qui permet d'avoir un savoir collectif très large, de même que le wiki. Donc il y a même des instruments de technologie WorkSmart qui permettent là, en gros, des écrans qui permettent de travailler en ligne sur écran, d'avoir des écrans communs. Donc la technologie aide évidemment énormément dans ce genre de choses. La logique itérative, j'y suis déjà venue, je n'en reviens pas trop en détail, le temps qui passe. C'est vraiment la logique itérative. Donc tout à l'heure, j'aurai un workshop avec des collègues. Je réunis des gens de tous les corps métiers. On va regarder des problèmes spécifiques qui se posent dans le management. Et puis les gens, ils auront 3/4 d'heure pour développer des idées. Après, ils les amènent collectivement, on donne des feedbacks, puis ils auront encore un petit moment pour les améliorer. Donc c'est vraiment, souvent on utilise cette logique du sprint. On développe quelque chose, on teste et on le corrige. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très fortement ancré dans la manière de travailler à tout niveau. Moi, je suis au RH et puis j'utilise ça tout le temps. C'est pas seulement pour designer la technologie. Les modèles. Je termine avec ça, parce qu'il me sera un peu plus pour la discussion. Les modèles. On a en fait différents modèles organisationnels. Ça, je dirais, c'est donc on est dans le doing agile. C'est-à-dire dans vraiment reprendre des modèles organisationnels complets qui structurent le travail de manière agile. Alors là, on quitte vraiment la logique hiérarchique et organigramme pour entrer dans des systèmes, je ne pourrais pas dire totalement sans chef, puisque j'ai quand même quelque part une chef, mais qui a beaucoup de dispositions, mais j'ai ou bien pas de chef ou bien plusieurs. Mais en tout cas, ça c'est le modèle qu'on a maintenant dans une partie des ressources humaines qui vient de Spotify, c'est pour ça qu'il s'appelle Spotify, je suppose. C'est la logique, ça ressemble à une matrice, hein. Donc ça c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais ça a le charme de la matrice sans en avoir les risques, je dirais. Donc en fait on a des tribes, des squads, ce qui sont la logique verticale, avec des product owners. En fait cette logique-là, c'est des équipes interdisciplinaires qui sont là au service
d'un client interne. On travaille évidemment pour les clients internes. Donc on est là pour fournir des services de différentes natures, mais il y a tout, il y a les business partners, il y a ceux qui s'occupent de talent management, il y a les change managers, il y a ceux qui font tout le travail analytique. Donc il y a vraiment toutes les compétences RH, on est dans un seul team et on est au service d'un client interne spécifique auquel on peut fournir comme ça des solutions qui sont interdisciplinaires. Donc moi je travaille avec tous les différents corps de métier des RH, on travaille souvent en tandem pour trouver des solutions par rapport aux problèmes qui nous viennent des lignes. Et puis il y a les chapters, les chapitres qui correspondent par exemple à la confédération, plutôt aux réseaux spécialistes ou aux réseaux thématiques, qui sont en fait des réseaux homogènes par corps de métier. Donc les change managers dont je fais partie, on a un chapitre à nous. Et puis il sert, suivant les chapitres, suivant les corps de métier, c'est ce dont le corps de métier a besoin pour pouvoir bien travailler ensemble. Nous, on se forme les uns les autres, on fait de la supervision, des fois on collabore sur des projets. Et puis ça, c'est un petit peu notre rôle. Puis chaque corps de métier, certains, ils développent des tools comme MyImpact, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc chaque chapter a son propre mandat, avec sa propre spécificité, avec de nouveau un chapter lead, mais qui peut tourner, hein, c'est pas forcément toujours la même personne qui le prend. Et ce chapter lead, il a aussi là un petit peu pour rôle de coordonner. Et les chapter leads et les PO se réunissent assez régulièrement aussi pour se coordonner et définir les priorités. Je vous passe les détails, mais qui se font aussi selon des processus agiles. Donc les priorités ne sont pas faites selon la démocratie de base, il y a des processus très structurés, en l'occurrence qu'on a repris d'un autre modèle, parce que c'est tout le charme, au bout d'un moment on peut combiner les modèles pour prioriser les priorités, si je peux dire, selon une logique qu'on essaye de rendre aussi objective que possible pour éviter qu'il y ait trop des influences politiques. Ce système, il marche très bien, je dirais, parce qu'il n'est pas cloisonné. Donc moi, je suis dans un certain squad, donc la logique verticale, mais s'il y a un besoin d'un mandat, un change management ailleurs, et puis que j'ai des compétences spécifiques pour le faire, le chapter lead peut tout à fait me dire est-ce que tu as le temps de prendre ce mandat. Donc on n'est pas du tout cloisonné, il n'y a pas de bataille entre des chefs pour savoir qui paye quoi, est-ce que je travaille au bon endroit, pourquoi est-ce que je fais un mandat dans tel département, après c'est l'autre chef qui ne peut pas contrôler ce que je fais. Ça, c'est ce qu'on évite. Et c'est ce qui fait que ça marche. Donc ça, c'est un modèle qui finalement est très proche de ce qu'on connaît je pense, dans beaucoup d'administrations publiques. Et dès le moment où on introduit la notion de confiance, le fait que la transparence sur les mandats, sur ce qu'on appelle un backlog, dans le jargon d'agilité, c'est-à-dire simplement qu'on a une transparence sur quelles sont les demandes, quels sont les mandats en cours et qui fait quoi, et puis qu'on laisse les gens s'auto-organiser et aller là où ils pensent que ça fait le plus de sens. À ce moment-là, on quitte les risques du matriciel sans devoir trop réorganiser pour rentrer dans une logique qui est beaucoup plus agile. Donc ça, c'est ce modèle-là. Celui-là, il peut faire peur quand on voit la première fois. Je ne vais pas l'expliquer en détail. C'est celui qui est le plus utilisé chez Swisscom parce qu'il est fait pour le développement de produits. Toute la programmation informatique se fait de plus en plus dans ces cadres-là. On retrouve la même logique ici, les squads, les teams agiles, avec un product owner qui est la personne qui est responsable pour les contenus. Donc on retrouve cette logique de responsabilité partagée. On a ce qu'on appelle les Scrum Masters, il y a des RT à l'étage supérieur, c'est quand il y a plusieurs squads qui doivent s'aligner et travailler ensemble. Donc c'est quand même une hiérarchie, mais une hiérarchie de contenu. C'est pas une hiérarchie formelle. Et dans ce cadre-là, ce Scrum Master, le RTE, le STE, c'est des gens qui ont vraiment une tâche, je suis médiatrice, je peux dire, quasiment similaire. Ils ne sont pas là pour régler les conflits, ils sont là pour régler les processus qui fait que les gens arrivent à travailler ensemble, s'entendent, s'alignent les uns par rapport aux autres, puis que chacun porte pas dans une direction, se mettent d'accord. Donc ils animent toutes les séances et ils font aussi le team building, ils font en sorte que ça marche.
mais ils ne sont pas du tout les supérieurs hiérarchiques. Vous retrouvez cette idée des Kanban ici, c'est-à-dire qu'il y a un backlog sur lequel on met tout ce qui doit être fait. Et puis vous trouvez ce rythme. Au fond, les mécanismes agiles, ils créent, ce n'est pas des structures organigrammes, mais c'est des structures processus. Ça structure les processus de manière extrêmement rythmée. Donc tous les temps de semaine, tous les squads se retrouvent entre eux selon un processus prédéfini et très structuré pour régler leurs interdépendances, puis prendre des décisions, quoi doit être fait en priorité par rapport à quoi. Et puis après, ils se retrouvent semaine après semaine avec des petits moments de coordination. Donc ça, c'est vraiment l'agilité, elle rythme énormément. La dernière variante, c'est celle qui est peut-être la plus connue. Elle s'appelle la sociocratie ou holacratie. Holacratie, pardon, c'est des modèles un tout petit peu différents. Bien que des fois je ne sais pas si c'est vraiment si différent que ça. Là, c'est plutôt des logiques de cercle fonctionnel. Donc, tout est à géométrie variable. Les rôles peuvent être créés et de nouveau disparaître. Les teams peuvent être créés par rapport à un objectif. Et je dirais une des spécificités de ce modèle, on a de nouveau des rôles fixes. On a un rôle qui représente le haut, le cercle, grand cercle vers leur cercle inférieur. Un rôle qui représente les cercles inférieurs vers le cercle supérieur. Donc il y a une espèce de régime dissocié en termes de pouvoir, si je peux dire ça comme ça. C'est des rôles élus, la plupart, pas tous. Certains sont nommés, la plupart sont élus. Et puis, je dirais que ce qui est spécifique à ce modèle, c'est qu'il y a aussi une manière, des processus très organisés pour régler les interdépendances opérationnelles, mais il y a un processus dit de gouvernance. Je n'entre pas dans les détails puisque tu en parlais tout à l'heure, mais c'est une démarche de nouveau très structurée qui permet de changer les règles du jeu. Donc, chaque rôle, s'il est bloqué dans sa manière de travailler en tout temps, ça peut être tous les 15 jours suivant le rythme qu'on se donne, la possibilité de soit changer son rôle, c'est-à-dire adapter le contenu du rôle, soit créer un nouveau rôle, soit créer un nouveau team. Moi, j'avais à un moment donné un cercle qui avait été dissous par mes collègues. Ils se sont retrouvés orphelines de cercle pendant quelques semaines, parce qu'ils estimaient que c'était un cercle de gens qui faisaient tous le même métier, puis qu'on n'avait pas assez d'interdépendance pour justifier des mécanismes de coordination. Donc on peut en tout temps changer en fait aussi les règles du jeu, les manières de travailler ensemble, selon un processus très très défini qui permet non pas de devoir avoir un consensus sur les changements, mais qu'il n'y ait pas d'objection contre un changement qu'on propose, parce que c'est safe enough to try et donc qu'on peut essayer. C'est aussi une manière de gérer les conflits. Les conflits sont considérés comme le moteur. Les conflits, pas de personnes, mais les tensions, est-ce que je peux dire ça comme ça, sont considérés comme le moteur de l'évolution, du développement continu. Donc chaque fois que quelqu'un se sent mal à l'aise ou est bloqué dans son rôle, il a la possibilité en permanence d'adapter tout le système aux besoins de son rôle dans la mesure où ça ne bloque pas les autres rôles. Sinon, c'est un autre rôle qui va venir derrière pour faire une proposition de changement. Mais évidemment, on essaie d'éviter de le faire toutes les 5 minutes. Voilà, donc peut-être que je m'arrête là. C'est juste pour donc dire, le message principal, c'est qu'il y a l'agilité, c'est tout un état d'esprit qui peut se construire par différents, en travaillant sur le leadership, sur le performance management, sur tous les instruments RH qui existent et les instruments de management. Et puis, si on veut vraiment arriver à des formes très abouties, il existe toute une série de modèles qui peuvent d'ailleurs, on peut avoir un modèle organisationnel qui se donne dans un cadre hiérarchique qui ne l'est pas, donc il peut y avoir des poches, si je peux dire. La holacratie, c'était par exemple chez nous une équipe de 40, dans les RH qui étaient, je ne sais pas combien de personnes, mais je pense plus que 200. Donc il est possible tout à fait de le faire, ce qui crée quand même après alors, toute une série de questions d'interface qu'il ne faut pas sous-estimer, et puis qu'il faut aussi traiter au cas par cas. Par exemple, la question des salaires a été mentionnée ce matin, je crois, avec les SIG. Comment adapter les salaires quand il y a des rôles qui changent en continu, par exemple. Ou bien quand on est inscrit au registre du commerce, c'est pas le cas, c'est pas un exemple de Swisscom,
avec une certaine responsabilité, puis qu'on se retrouve dans un système à responsabilité partagée. Il y a toute une série de choses où il faut faire attention, ou bien quand on a un client externe, et puis que dans la holacratie, on change de rôle tous les 3 mois, les gens après, faire attention qu'ils gardent quand même un interlocuteur, qu'on reste lisible pour le reste du monde. Donc quand on installe un système agile dans une logique qui ne l'est pas autour, il y a toute une série de questions qu'il faut régler sur les interfaces pour être lisible, d'autant que vous avez peut-être remarqué Lead Link, STE, Scrum Master, il y a tout un vocabulaire qui va avec l'agilité organisationnelle et qui n'est pas forcément très compréhensible, disons, spontanément pour les gens qui sont pas dedans. Voilà, je crois que je m'arrête là, ce qui nous donne peut-être un petit moment pour des questions, ou des commentaires, une discussion. Là, donc, nous avons un quart d'heure devant nous, questions, réactions. La parole est à vous. Je vous ai assommé. Merci la digestion. Alors, je vous invite, il y a 2 options. Ça, c'en est une. Oui, c'est bon. Est-ce que comme au TIG, le rôle des managers ou chefs d'équipe a changé? Est-ce qu'on est plus basé sur l'accompagnement et la confiance? Ou de ce côté-là, ça a changé? Alors si, bon, Swisscom est très très varié, très grand, hein. C'est une très grande entreprise, donc il y a de tout. Il y a encore des équipes très hiérarchiques, et de même qu'il y a des équipes totalement agiles. Mais disons, la logique agile implique quand même, puis je dirais que ça c'est quand même quelque chose qui est très répandu, implique la confiance. Mais même dans des équipes qui ne sont pas agiles, je ne sais pas les techniciens qui viennent chez vous pour préparer, ils sont quand même très autonomes, ils doivent être autonomes dans leur manière de travailler, ils doivent pouvoir prendre des décisions. Donc je dirais à tout niveau, quel que soit le modèle organisationnel, il y a quand même un fondamental de la confiance. On fait confiance aux gens. Mais du moment où on a des logiques agiles, où la hiérarchie qui reste encore à tellement de gens, elle est obligée de ne plus contrôler et puis avoir des bilans chaque semaine avec 100 personnes. Donc ça force comme un changement de paradigme en termes de leadership. Ce qui signifie que ça prend du temps, c'est pas des choses qui se passent du jour au lendemain, on pense tous. Moi j'ai passé aussi d'un système hiérarchique à un système à la holacratie, maintenant Spotify, ce qui nous permet de tester aussi tous ces modèles, ce qui est très bien. Il faut un temps pour comprendre, surtout la holacratie par exemple, c'est assez complexe, donc il faut le temps pour grandir là-dedans, ce qui signifie quand même pas mal de coaching, pas mal d'attention, être au service des gens, un petit peu à l'écoute. C'est aussi ce qu'on fait un peu comme change manager. Il ne faut pas que les gens soient dépassés puis paniquent ou alors qu'ils restent bloqués dans le principal risque, c'est ce qu'on entendait déjà ce matin. On a toujours fait comme ça. Donc que les gens, par analogie, ils continuent à faire comme avant, dans une logique qui n'est plus la même, alors ça crée après des tensions. Oui. Ah, pardon. Monsieur, après. Juste une petite question de la gouvernance. J'essaie de comprendre quand même, indépendamment du côté hiérarchique, au sens standard comme on l'entend, qui décide, qui assume, et est-ce que les échecs, parce qu'il y a certainement aussi des échecs qui sont collectifs, comme les succès sont collectifs, et à un moment donné, qui porte, est-ce qu'à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui décide? C'est pas très clair. Oui, je ne peux pas vous répondre, parce que ça varie beaucoup d'un système à l'autre. Mais oui, il peut y avoir des prises de décision. Mais il y a quand même une partie de délégation de prise de décision. Donc par exemple dans des call centers, ou bien les gens qui échangeaient les clients, comme ça, chacun a une marge de décision à son niveau, d'appréciation, qui peut être plus ou moins grande, mais qui dans l'ensemble peut être, suivant les métiers, qui peut être relativement grande. Donc ça, c'est des choses, mais dans les décisions, par exemple, quelles sont les priorités au RH,
il y a des mécanismes relativement bien établis de prise de décision. Alors et puis il reste le chef des RH, il reste chaque fois quand même une ligne qui peut avoir le dernier mot si nécessaire, mais c'est souvent pas nécessaire. Dans le modèle SAFE, par exemple, là il y a quand même, par exemple, il y a le STA, le Solution Architect, le Solution Manager. Il y a par exemple un espèce de triumvirat qui a quand même une responsabilité partagée de prendre des décisions. Il y a aussi les business owners, je n'ai pas parlé, qui sont en fait les clients, mais ça peut être des clients internes. Donc il y a des prises de décision qui sont liées à chaque rôle et qui sont les rôles sont souvent prédéterminés par le modèle. Ce qui fait qu'en fait, on ne doit pas le renégocier à chaque fois, c'est quand même des rôles qui sont bien établis, mais qui sont souvent de responsabilité partagée. Il y a une vraie gouvernance. Pardon ? Il y a une vraie gouvernance. Oui, il y a une vraie gouvernance, et il y a même, je vous invite à les regarder, parce que dans je pourrais dire les byproducts, ou bien les produits dérivés, si je peux les appeler comme ça, tous ces modèles, par exemple le modèle de la gouvernance, de la holacratie, qui vous sera présenté tout à l'heure, c'est un modèle que j'utilise très souvent en tant que médiatrice, dans des processus de médiation externe, chez quelques clients que ce soit, au moment où les gens arrivent avec des solutions, pour tester les solutions proposées. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut réutiliser dans d'autres cadres. Mais oui, à la fin, il y a quand même des processus très... C'est pas la démocratie de base, hein, ça j'insiste beaucoup là-dessus. Comme on était sur le volet témoignages, ce qui m'intéresse de savoir, c'est combien de temps ça a pris pour assurer ce changement, et puis finalement, c'était quoi le plus gros défi pour ce changement? Alors ça dépend, je pense, de quel changement. Hein. Par exemple, je peux parler peut-être dans mon service, par exemple, la holacratie a nécessité plus d'appui que maintenant Spotify. Parce que la holacratie, c'est vraiment un modèle assez complexe. Je n'ai pas parlé, mais il y a une constitution de 40 pages, je crois, qui décrit le système. Donc c'est presque la constitution fédérale. C'est presque aussi compliqué d'ailleurs que d'autres systèmes fédéraux. Donc c'est très compliqué. Et là, on avait vraiment... On était une équipe de 40 qui ont tous commencé en même temps. Et on a été accompagnés en fait, par un bureau de consultants autrichien pendant... Ouais, 1 année et demie, je dirais. Bon, pas tout le temps, mais ils assuraient des formations collectives. On a chacun suivi une formation de 2 jours pour comprendre la logique. Indispensable, je dirais. Donc on ne le fait pas, on a de la peine à comprendre. Et puis on avait à intervalles réguliers des moments de réflexion collective, je dirais tous les peut-être 3 mois ou comme ça. Et ça pendant, je pense, peut-être 1 année et demie. Et ils faisaient aussi du shadowing. Donc ils venaient dans nos séances de gouvernance ou les tactical, qui sont les coordinations opérationnelles, pour voir comment on travaillait ensemble, puis après ils nous donnaient des feedbacks. Donc par exemple ce modèle-là, il nécessite pas simplement d'appui pour qu'on puisse vraiment grandir, qu'on puisse avoir le réflexe de faire des propositions de gouvernance. Il vit de ça ce système, il vit de l'amélioration continue. Donc il faut le faire aussi. Donc ça dépend des modèles, je dirais. Si c'est juste l'attitude agile, des fois les gens, ils ont certains, peut-être des formations, puis après il y a du coaching qui se donne 3 ou 4 fois. Donc ça dépend, je dirais beaucoup. Donc vers le modèle SAFE, ce serait plus rapide. Non, SAFE, je ne l'ai jamais vécu, je l'accompagne des fois, mais je ne l'ai pas vécu moi-même. Mais il est relatif, il est probablement aussi complexe, voire plus que la comme vous le voyez. Oui. Et puis quand vous voyez ces PI planning là, ces moments de coordination qui sont tous les 6 ou 7 semaines, ça se passe sur 2 jours. Et puis c'est souvent des moments où il y a peut-être 120 personnes qui se coordonnent. Hein. Donc c'est des grandes salles, et puis c'est des systèmes très organisés. Donc pour apprendre tout ça, un petit cours de 2 jours, ça donne les bases, mais on roule vite. Donc c'est assez complexe de se mettre dedans. Ça c'est peut-être le plus complexe. Justement, dans la complexité de ces modèles, ce qui est intéressant, c'est que le changement se fait en équipe. Et moi, ma question porte sur comment ça se passe pour un nouveau qui arrive, qui découvre ça. Comment vous accompagnez le cadre individuel, on va dire. D'autant plus dans un contexte, on parlait ce matin justement de renouvellement dans les prochaines années.
de départ, de connaissances, etc. Bon, je pense que... Bon, je peux parler de mon expérience personnelle. Moi, l'introduction a été faite de manière très soigneuse quand je suis arrivée chez Swisscom. J'ai vraiment eu le droit à beaucoup de... Les choses sont très... Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais les gens sont très disponibles pour s'appuyer les uns les autres. Donc il n'y a pas simplement de... En tout cas dans ce que j'ai vécu moi. Mais je dirais que s'il y a une personne qui arrive là-dedans, puis que les autres savent comment ça marche, je pense que comme il aura quand même au début un rôle spécifique à jouer, dans Safe, les rôles ne changent pas si vite que ça en fait. Donc il va pouvoir apprendre son rôle d'une manière ou d'une autre, mais il y a quand même un peu un phénomène où tout le monde est jeté dans l'eau froide. Mais on est tous jetés dans l'eau froide en même temps. Ce qui fait que en fait, ça rassure d'une certaine manière. Mais pour les nouveaux qui arrivent, je pense que c'est important justement de leur donner la possibilité de se former. Formellement, il y a une partie où il faut vraiment comprendre intellectuellement comment ça marche. Certains de ces modèles, peut-être pas tout, Spotify il est vraiment un peu plus simple. Mais même là, et on passe comme dans n'importe quel processus de changement, on passe par un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand même. Il y a le moment où on trouve ça génial, après le moment où on trouve qu'on ne comprend rien, après où on bloque, puis après où on intègre, disons, pour dire les choses. Donc c'est un peu normal qu'on passe régulièrement par ce genre de choses. Mais j'ai l'impression quand même que dans l'ensemble, les gens apprécient, disons. Oui, dans l'ensemble, l'agilité, c'est quand même, comme on dit les SIG, je fais les mêmes expériences chez Swisscom, comme pour ceux qui étaient là ce matin pour le CHUV. Quand les gens sont intégrés, quand il y a plus de délégation de compétences, quand on fait confiance, que la décision est déléguée aussi bas que possible. En général, ça insuffle un esprit plus dynamique. Les gens ont envie de prendre des initiatives. On reste des humains. On reste des humains. Comment est-ce que vous gérez les conflits interpersonnels qui sont pas réglés quand même? Oui, alors une de mes hypothèses, mais c'est totalement empirique, c'est que comme c'est plus basé sur des rôles, et puis que c'est des systèmes de fait où les interactions sont beaucoup plus diversifiées, on n'est pas fixe dans un team de 12 personnes pendant 10 ans le même avec les mêmes chefs. En fait, on peut éviter les conflits. Donc, j'ai pas l'impression que ça génère plus de conflits, peut-être même moins, je dirais. Puis on est plus sur des rôles et un peu moins sur des personnes, ce qui peut mener à un sentiment d'être un peu désincarné. Par exemple, dans la holacratie, qui est trop mécanique des fois. Donc, il reste des conflits interpersonnels. Ce que j'ai observé, c'est que les conflits qui existaient avant la holacratie n'ont pas forcément été résolus dans la holacratie, mais ils ont pas empiré. Donc, c'est pas pire qu'avant, mais il reste évidemment. Vous avez deux product owners qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Par exemple, deux ici, qui doivent construire des produits. Techniquement, on pourra aller dans un sens ou dans l'autre. Il peut y avoir un conflit de pouvoir où l'un veut que son produit prenne le dessus pour des raisons qui peuvent être variées. Et puis, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors là, il y a plus besoin de médiation que dans un système hiérarchique parce qu'il y a moins d'instances d'arbitrage. Donc on peut moins escalader chez le chef. Donc ça signifie que dans des cas de figure comme ça, il y a plus besoin d'un médiateur externe. Il y a les Scrum Masters, dans ces systèmes, il y a toujours des coachs. Mais ils ne sont pas forcément toujours avec des grandes formations. C'est souvent des gens qui viennent du technique et qui ont fait une formation de coaching. Donc des fois, ils viennent quand même... moi, je fais aussi des fois des médiations à l'interne. Mais ça ne crée pas forcément plus de conflits dans les systèmes hiérarchiques. Au contraire, on peut un peu plus surfer, si je peux dire. Il nous reste de la place pour une dernière question. Elle est par là, je crois. J'ai la chance de pouvoir la poser peut-être deux questions. Là. Alors, deux dernières. Vous nous montrez plusieurs modèles qui, je dirais, sont assez orientés de gestion de projet. C'est l'impression que j'en ai avec les termes qui sont utilisés et les mécanismes derrière. Finalement, je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui travaillent dans l'administration publique. Certes, il y a de la gestion de projet, mais il y a aussi du quotidien qui est finalement traitement de nos administrés, traiter du dossier et autres. Est-ce que ces modèles peuvent vraiment être transposés à la gestion du quotidien de l'administration publique?
Je sais que dans l'administration fédérale, il y a 1 ou 2 endroits où ils testent la holacratie, par exemple. Ça se teste aussi dans des ONG qui sont... La holacratie n'est pas tellement faite dans la logique du projet, c'est plutôt celui-là, le modèle, qui est vraiment pour le développement de produits. Donc je dirais que oui, mais il y a les questions de... Parce qu'on peut travailler aussi par rapport à des services publics qui sont rendus, mais il n'y a pas de blueprint. On peut aussi les mélanger, ces modèles, c'est-à-dire qu'il faut... Ça reste la logique du change management, reste que la structure suit la stratégie. Donc la première question, c'est de savoir quelle est notre mission. Puis ça, on peut aussi dans l'administration publique mettre vraiment la mission plus au centre et après voir la structure qui s'y adapte. C'est possible que l'administration, que la holacratie soit pas idéale pour les pompiers, par exemple, ça rien. Donc il faut après un peu réfléchir, mais je dirais que rien n'empêche. Je sais que ça arrive, même dans l'administration fédérale, qu'ils testent différents modèles. Dernière question. On a passé la nuit, moins quart, je veux dire, pas que tu sois... Ah non, ça va, c'est bon. Alors, une toute dernière, cette fois. Vous avez parlé des conflits tout à l'heure, vous avez dit les tensions sont moteurs de changement. Quelle différence faites-vous entre tension et conflit? Le conflit, il a souvent une dimension émotionnelle où il y a des questions de contenu et interpersonnel avec les intérêts personnels. Les tensions, comme elles sont comprises au niveau de la holacratie, c'est plus mécanique, je dirais. C'est plutôt dans mon rôle. Là, il y a un règlement. J'arrête pas de me crocher les pieds dans l'article 2, alinéa B, de tel règlement. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'adapter? Bien, on a un problème mission, compétence, responsabilité qui ne joue pas, comme on l'a entendu. Et puis, à ce moment-là, on fait une proposition de changement dans la mécanique pour régler ce problème MCR. Par exemple, ça c'est à ce niveau-là, mais ça, les conflits interpersonnels, même dans la holacratie, ils se règlent dans d'autres cadres, ça s'appelle CLIEDL, je crois, ou CLIEDL, je ne me souviens plus. C'est donc des espaces qui sont aussi structurés, la holacratie structure tout, mais qui concernent les conflits interpersonnels. C'est ça, je dirais peut-être la différenciation. Voilà. Voilà, on a bien du plaisir à tester tout ça dans l'administration. Merci Merci. pour votre intérêt.